Le discours prononcé par Simon Kimbangu le 10 septembre 1921 à Mbanza-Nsanda, village situé à peu de 3 km de la cité sainte Nkamba, selon lequel l'homme noir deviendra blanc et l'homme blanc deviendra noir, fut l'une des causes et l'unique motivation de son arrestation le 12 septembre de la même année par le pouvoir colonial belge, 5 mois après le début de son ministère, le 6 avril 1921 en Kamba. Jugé et condamné injustement le 3 octobre 1921 à Tisville, actuelle Mbanza-Ngungu, Simon Kimbangu fut acheminé en la prison centrale de Kasombo à Elisabethville, actuelle Lubumbashi. Derrière lui, 37 000 familles persécutées et déportées loin de leur repère sociologique. Il est mort en prison 30 ans après, le 12 octobre 1951. Simon Kimbangu est venu ici au Congo pour accomplir une certaine mission. C'est celle de libérer l'homme en général et libérer l'homme noir en particulier. Parce que l'homme noir était opprimé. Il était un vil objet, alors il fallait les libérer des mains des colonisateurs. Et il nous avait amené 3 pouvoirs, parmi lesquels les pouvoirs politiques. Il devait, comme je l'ai dit, combattre l'oppression, que les peuples soient indépendants. Marié à Marie-Mouilou Kiawanganzitani et père de 3 enfants, Simon Kimbangu, à son arrestation, fut brutalement séparé de sa famille pour aller faire la prison. Ses fidèles ont continué à prier dans la clandestinité. Dans les circonstances douloureuses où les fidèles avaient perdu leur leader spirituel, c'est Marie-Mouilou, sa femme, qui exerce un ministère féminin de grande envergure, devenant ainsi une mère d'une multitude qui réhabilita et incarna la dignité de tous les êtres opprimés et vivant dans la discrimination. Kisoloke Lukelo Charles Daniel, fils aîné de Simon Kimbangu, âgé de 7 ans, fut également jugé et puni pour avoir témoigné avec courage et lucidité l'œuvre de son père. Il ne retourna pas au village avec sa mère et ses 2 frères. Il fut automatiquement envoyé à la colonie scolaire de Boma pour lavage du cerveau. Question d'oublier tous les enseignements reçus de son père. Il va quitter la colonie scolaire à l'âge de 16 ans pour entrer dans l'administration publique dirigée par les Blancs. Son frère cadet, Joseph Tanguy Nakuntima, fut également admis à la colonie scolaire de Boma du 17 février 1934 au décembre 1943, où il poursuit ses études primaires et moyennes. Il s'enrôla d'abord de la force publique, mais la hiérarchie lui refusait ce service. Par conséquent, il fut automatiquement engagé dans l'administration coloniale de 1944 à 1959 comme fonctionnaire à différents niveaux de responsabilité, notamment à Tchéla. En janvier 1944, il fut mobilisateur de l'effort de guerre. Matadi en octobre et Banana en novembre 1946, il est au commissariat maritime. En 1947, il est secrétaire au cabinet du vice-gouverneur Morel à Léopoldville, actuelle Kinshasa. Secrétaire également au cabinet du vice-gouverneur Peigneux à Lulabourg, actuel Kananga, en septembre 1950. Joseph Tanguy Nakuntima exerça la même fonction de juillet 1952 au 20 mai 1959 au cabinet du gouverneur général Léon Pétillon à Kinshasa. Les fils de Simon Kimbangu, Joseph Tanguy Nakuntima, ils n'étaient pas là rien que pour les combats spirituels. Mais il est passé par la colonie scolaire de Boma. Il a fini ses études en 1943. Il a été pris comme commis, etc. Il était le fonctionnaire le mieux payé de l'époque. Il a travaillé à Léopoldville. D'abord, avant de travailler à Léopoldville, il est passé par Banana, Mwanda, Matadi, etc. Et il s'est même retrouvé à Lulabourg, dont il était parmi les fonctionnaires les mieux payés. De 1921 à 1959, 38 ans durant, c'est Marie-Mouilou Kiawanga qui, faisant preuve d'autorité avec persévérance et ténacité, a su prendre le flambeau du mouvement de libération initié par son époux jusqu'à sa mort le 27 avril 1959. Quelques mois après sa disparition physique, suivant les tractations qui ont eu lieu entre les représentants de l'administration coloniale,
d'un côté et les dirigeants kimbanguistes de l'autre, le kimbanguisme est officiellement reconnu le 24 décembre 1959 et il obtint les droits de cité, ce un an avant l'indépendance du pays. Tout en étant à la prison centrale d'Elisabethville, devant deux personnes Bakongo qui pouvaient lui rendre visite, tout ça, il a prophétisé également les indépendances africaines en général et l'indépendance congolaise en particulier. C'était en 1944 pour dire à ces deux Bakongo qu'en 16 ans, le Congo allait devenir indépendant, allait avoir son indépendance. Et c'est ce qui était fait. De 1930 à 1960, Charles Daniel Kisolokele évolue dans l'administration, d'abord commis à Tchéla, puis administrateur du territoire à Mwanda. Compté parmi les premiers intellectuels congolais de l'époque, il participe aux multiples réunions de la décolonisation et à la table ronde. Et alors, quand l'indépendance était prête à être obtenue, il était avec nous, table ronde, que vous entendez parler, table ronde. Quelle est la question qui nous ont porté d'être à la table ronde? Donner la formule de l'indépendance pour que nos nobles belges nous confient le Congo par remis, puisque le Congo était déjà indépendant. Mais maintenant, officiellement, ça attendait d'être affirmé entre les instruits du Congo et les instruits de nos nobles belges. Nos nobles belges, en composant l'hiérarchie, ils avaient confié la royauté au roi Baudouin. Le Bakongo, nous étions 15. Mais moi, je tenais toujours le secrétariat. Donc, je ne pouvais pas être ensemble avec ceux qui cherchaient de connaître notre point de vue. Et si nous sommes allés en France, c'est par recommandation de nos nobles belges. Nous ne pouvons pas vous donner l'indépendance si vous n'avez pas de témoins dans des pays d'Europe. C'est comme ça qu'il nous a envoyés en France pour aborder mes croquets. C'est un avocat, un Français. Et quand nous sommes revenus de Bruxelles, il était question maintenant de connaître comment composer la présidence. La présidence nous est revenue. Les propositions d'un premier ministre, nous avons eu 3 proposés, desquels Jean-François, Mwanda Vital et Charles Kisolokele, qui devaient successivement être le Premier ministre. Mais comme l'influence dans les tendances de l'indépendance, ce qui jugeait d'avoir une bonne popularité, nous avons, nous 3, confié le poste de Premier ministre à Lumumba Patrice. Lumumba Patrice se trouvait en dehors de la table ronde. Maintenant, les obligations nous étaient venues. Pourquoi? Parce qu'on l'a connu déjà, qu'il présentait une popularité à son parti. Qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons demandé au souverain roi de nous permettre de le faire appel pour qu'il soit avec nous et de finir le proposer d'obtenir l'indépendance totale. Par amour pour son pays et son peuple, lui et son frère cadet, Joseph Nguyen Kountima, payèrent de leur propre poche les honoraires de l'avocat de la défense en la personne de Maître Croquet, avocat choisi pour plaider en faveur de l'indépendance du Congo. L'apport financier des fils de Simon Kimbangu par rapport à l'obtention de l'indépendance. Charles Daniel Kisolokele, qui était également administrateur du territoire. Donc, ce sont des gens qui ont eu beaucoup d'argent et qui ont contribué à l'achat, je dis bien à l'achat ou à l'obtention de l'indépendance. C'est le fils de Simon Kimbangu, Joseph Nguyen Kountima, qui a eu à dépêcher une équipe au Congo-Brazzaville pour rencontrer le président Youlou
Et voilà que c'est Youlou qui a pu aider le Congo à avoir comme avocat Maître Croquet pour défendre la cause des Kasavubu. À cette occasion, après l'obtention de l'indépendance, Kisoloke Lukelo sera respectivement nommé au premier gouvernement de la République, ministre d'État et du Travail. Au regard de tout ce qui précède, force est de constater que l'histoire de la RDC est mutilée en oubliant le nom de Simon Kimbangu. Étant le plus vieux prisonnier du monde, l'homme de 1921 s'est sacrifié pour le bien-être des Africains en général et des Congolais en particulier. Simon Kimbangu se donne à voir comme étant le premier veilleur de la conscience de l'homme noir.